Bonjour à tous, 01net TV vous fait vivre le FIC, le Forum international de la cybercriminalité, ou plutôt de la cybersécurité. C'est le deuxième jour et nous allons continuer à explorer toutes les thématiques liées à cette cybersécurité. Bonjour Noémie. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui, on va parler de renseignement. Oui, parce que la cybercriminalité, ce n'est pas seulement se protéger contre les cyberattaques, mais c'est aussi, dans la mesure du possible, tenter de les anticiper. Et ça passe par le renseignement. C'est ce qu'on appelle la threat intelligence. Et pour parler de ce thème très riche, on a le plaisir de recevoir Monsieur Fontareschi, Yvan Fontareschi. Bonjour. Bonjour Noémie, bonjour Jérôme. Bonjour, vous êtes responsable justement de la threat intelligence chez Thales. Alors d'abord, première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est que la threat intelligence et en quoi ça consiste? Ok. La threat, tout simplement, c'est l'art un peu d'anticiper la menace. Donc on identifie qui nous veut du mal, on anticipe, on se prépare et on opérationnalise, on applique le renseignement qu'on a trouvé pour ça. C'est un petit service de renseignement interne cyber dans les entreprises. Les agents secrets de l'Internet. Exactement. On peut dire ça, oui, exactement. Vous êtes un petit peu la DGSE de la cybersécurité chez Thales. On peut résumer ça dans un petit, exactement, une petite entité de personnes qui travaillent, qui récupèrent de l'information à des fins de protection ou de défense. Bon, alors la question qu'on se pose évidemment, c'est comment faites-vous très concrètement? C'est quoi? Quelles sont vos missions et comment est-ce que vous les menez à bien? Alors, pour ça, il y a plusieurs étapes. En fait, toutes les techniques du renseignement sont un peu appliquées. Donc, souvent, ce sont des personnes qui viennent du renseignement, qui travaillent dans ces domaines-là. Et donc, grosso modo, il y a ce qu'on appelle la collecte d'informations. On récupère l'information de manière... tout ce qui est accessible sur Internet facilement, c'est l'OSINT. Par des moyens humains, on dialogue, on parle avec les gens, on récupère. C'est ce qu'on appelle l'UMINT, TechInt, tout ce qui est récupéré par des moyens techniques. On collecte, on analyse, on organise, on trie. On vérifie que c'est cohérent, que on valide. Donc ça veut dire quoi, pardon? Vous allez dans les forums un petit peu, un petit peu louche, un petit peu... Alors ça, on peut faire ça. Un petit peu underground. On peut faire ça, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir... soit on fait confiance à différents partenaires qui nous ont dit ça c'est méchant, il faut regarder. Donc on récupère et on fait confiance. Ou alors on a besoin de valider et là on va les creuser un petit peu, on va les fouiller un peu plus loin pour regarder s'il y a quelque chose d'un peu plus louche. Donc dans des forums, sur le darknet, sur le deep web, sur ce genre de choses. Donc il y a pas de... Et ça ressemble à quoi un service de threat intelligence? Vous êtes combien? Quelles compétences? Alors, on n'est pas forcément beaucoup. L'important c'est qu'il y a un cœur d'activité avec des personnes clés qui tournent. Ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir des personnes qui parlent plusieurs langues pour comprendre un petit peu les différents métiers. Et puis d'avoir une sorte de culture un peu diverse dans le domaine du cyber pour comprendre comment fonctionne une attaque, quelles sont les méthodologies d'un attaquant. Donc c'est surtout ça. C'est un peu avoir cette notion de l'adversérologie, donc de comprendre comment il va se dérouler, comment une attaque se déroule de A à Z en fait. Alors vous allez nous expliquer tout ça en détail. Est-ce que vous allez sur le terrain également? Ça peut arriver qu'on peut travailler dans des cas de réponse sur incident où il y a déjà eu une crise. À ce moment-là, on va aller voir la société qui s'est fait attaquer. On va récupérer les informations des traces qu'on a repérées pour savoir dans notre base si ça se lie à quelque chose et si ça se regarde. Ou alors, quand je disais terrain, je veux dire, est-ce que vous allez dans les clubs allemands un peu louches, de hackers, etc. Alors, ce que j'appelle un peu, c'est le réseau UMINT. Donc, grosso modo, on peut avoir des... Il ne va pas tout nous dire. Je sens qu'il ne nous dira pas tout. Il a un petit sourire, là. C'est vrai que c'est difficile, mais non, il peut y avoir, parmi l'équipe, on peut très bien aller dans des salons, par exemple comme celui-là, mais là, je dirais que c'est facile, mais dans des conventions, des choses comme ça, pour aller juste savoir... La DEFCON, etc. Dans la DEFCON, la Black Hat, justement, ce genre de choses, où on va parler avec certains groupes de personnes pour savoir quelles sont les nouvelles vulnérabilités qui sortent, quelles sont les... Ça veut dire que vous avez des sources un peu comme dans le renseignement traditionnel. C'est exactement les mêmes techniques en fait. On va appliquer les mêmes méthodologies. Et vous venez du renseignement, vous? J'ai commencé dans la police, dans un service de renseignement, et puis après j'ai bougé d'entreprise en entreprise et en arrivant chez Thales. Donc tout ce que j'ai pu apprendre précédemment, on le réapplique intelligemment chez Thales. Alors évidemment, Thales, on ne présente plus un grand groupe d'électronique spécialisé dans l'aérospatial, dans l'armement, etc. Donc la sécurité est très importante chez vous. J'imagine qu'il y a des protocoles et des niveaux de sécurité très très élevés à respecter au quotidien. Oui. Complètement. Alors justement, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider que ce qu'on savait il y a quelques temps, il y a 1 an, 2 ans, c'est toujours valable. Et s'il n'y a pas, par exemple, un nouveau truc, un nouvel attaquant qui est au courant d'une nouvelle faiblesse. En fait, grosso modo, c'est imaginer que vous alliez à la guerre, que vous êtes bien armé, puis finalement,
prêt avec vos armes, et puis finalement vous avez un tank face à vous. Vous n'êtes pas Ouais. prêt là pour l'attaque. Donc grosso modo, c'est exactement ça qu'on va faire. On va D'accord. dire non, l'attaquant arrive autrement. Si on prend des exemples d'attaques importantes qui ont eu lieu les dernières années, je pense à WannaCry, je pense Oui. aussi en 2016 à Mirai. Mirai, oui. Vous les voyez venir ces attaques? Vous les voyez venir avant les autres? Et si oui, comment vous faites? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'une attaque, ça se passe toujours en 3 temps. D'abord, il y a une vulnérabilité qui apparaît. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un exploit qui apparaît un peu plus tard pour exploiter cette vulnérabilité. Puis après, il y a l'attaque. Et donc, grosso modo, la vulnérabilité, si je prends Mirai, on l'a vu, elle était apparue en avril. La vulnérabilité, c'était quelques mois après. Et l'attaque s'est fait en octobre. Donc d'ici là, on pouvait voir comment ça se passe. Pour WannaCry, c'est pareil. C'était mars où on a la vulnérabilité qui sort, avril, le premier exploit, mai, le 12 mai, où on a le WannaCry qui sort. Donc on se voit que ça se fait en 3 étapes. Si on prend par exemple le cas de Spectre, Meltdown, là, ce qu'on a fait là, pendant le mois de janvier, l'exploit est apparu le 4 janvier. Tout de suite après, une semaine après, on a les codes qui permettent de l'exploiter. Donc il faut se préparer à une attaque derrière, des attaquants qui utilisent ce genre de choses. L'attaque arrive systématiquement, on est sûr qu'elle va se produire? Alors, oui et non, pas forcément. Pas forcément. Par contre, là, par exemple, pour le cas du mois de janvier où il y a eu 2-3 trucs, c'est tellement important l'impact que ce serait pas forcément stupide de ne pas l'utiliser en fait pour un attaquant. Donc c'est D'accord. pour ça qu'il faut se C'est préparer à ce trop genre de beau. choses. Voilà. Donc il y a des impacts qui sont. Tout dépend de la vulnérabilité. Si la vulnérabilité a un gros potentiel, il faut se préparer. Et cette force d'anticipation que vous avez chez Thales, vous la mettez uniquement au profit de Thales, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça peut profiter à d'autres groupes, à d'autres organisations? Non, complètement. En fait, dans le principe du renseignement, c'est le réenseignement, c'est le réenseigner grosso modo, et on partage. Il y a beaucoup de partage d'informations. Donc déjà, on met ça au profit de nos clients, mais aussi de ceux qui nous fournissent de l'information. C'est souvent du donnant-donnant. On me donne quelque chose, je te donne quelque chose, et on partage de l'information de cette manière-là. Donc on a beaucoup de partenaires et puis qui m'aident quand j'ai besoin d'avancer et puis qui me débloquent. Donc c'est comme ça qu'on construit son réseau de confiance. Donc, c'est un vrai réseau de confiance. C'est important de voir que. Alors les attaques dont on parle, là, elles sont diverses. Hein. Mirai, c'était un botnet, c'est ça? Oui. C'était WannaCry, c'était un ransomware. Il y avait aussi les derniers Spectre et Meltdown, ça c'était des vulnérabilités au niveau hardware sur les processeurs Intel. La source et la vulnérabilité peut être différente, mais les attaques se produisent toujours à peu près de la même manière? Non, ça dépend de beaucoup de choses parce que grosso modo, c'est là où c'est génial en fait ce boulot parce que tout simplement, on va voir qu'on est face à des attaquants qui sont toujours très innovants et donc on va essayer l'idée c'est d'être aussi innovant qu'eux, de se mettre un peu dans leur position, de voir comment on ferait nous pour pouvoir anticiper en fait. On a l'impression qu'après c'est un côté ludique quand vous le racontez. Complètement, mais c'est un jeu en fait. C'est le jeu du chat et de la souris. C'est exactement ça. C'est l'attaquant qui arrive, on regarde, on imagine ce qu'il pourrait faire, on avance. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc il va y avoir un côté innovant qu'il va falloir qu'on. Donc il faut rentrer dans la tête des attaquants. Mais c'est souvent, il faut rentrer dans la tête de l'attaquant. C'est bien les étudier, regarder leur comportement, se mettre dedans, dire tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire parce que c'est comme dans la police en fait. Quand on avance une hypothèse, on la valide, on a plusieurs méthodologies et on va faire la même chose. On propose, tiens, si j'étais là, j'aurais fait ça. Est-ce que ça se vérifie après? Donc on va faire des grands diagrammes, des grands shows, des grands trucs qu'on peut voir dans les films avec des tableaux, des points qui se relient. Exactement. Ah oui. Autre chose là-dessus, Jérôme Eh bien, Moi j'avais une question par rapport au grand groupe, mais peut-être que tu veux approfondir sur ce point. Noémie, vas-y. Non, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de façon générale des grands groupes. Vous êtes au cœur d'un grand groupe avec des intérêts majeurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, les gros groupes sont dans le rang des entreprises mondiales, sont bien protégés, font ce qu'il faut pour se défendre en termes de cybersécurité? Je pense que les grands groupes ont tous pris conscience qu'il fallait avancer sur cette partie-là. C'est maintenant, je dirais, c'est toujours il y a quelques temps. Quand j'ai commencé mes premières réponses sur incident, il y a 10 ans, on n'avait pas compris que ça pouvait arriver une attaque. Maintenant, on a compris qu'il y avait des attaques. Grosso modo, maintenant, il y a une éducation en disant il faut s'équiper de ce type de service, ce genre de choses. Maintenant, la maturité commence à être là et c'est en train de s'installer. Donc, tous les grands groupes ont forcément et commencent à regarder très fortement ce genre d'activité, soit pour avoir un partenaire, soit pour eux-mêmes construire leur cellule. Ce qui est important, c'est que chaque groupe doit avoir au moins une ou deux personnes de point de compte qui travaillent sur ce sujet-là. Mais là, vous avez intérêt à partager un peu, non, vos connaissances entre. On partage. On partage souvent, même avec nos compétiteurs, avec d'autres personnes. Souvent, quand
un de nos compétiteurs qui se fait attaquer, on va plutôt lui donner tous les éléments qu'il faut pour l'aider à se protéger. On ne va pas les garder pour nous, donc ça c'est important. Il y a aussi une notion de communauté. On va rester très français ou très dans l'énergie. On va partager beaucoup dans l'énergie, dans tout ce qui est nucléaire. On va on partager cloisonne quand même dans le naval, pour ce genre de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, vous vous rencontrez avec des compétiteurs, comme vous le dites, vous avez leur téléphone Souvent, portable? voilà, je connais beaucoup, je connais quasiment mes homologues dans les grosses entreprises françaises et même hors françaises. Et grosso modo, où j'ai un point de contact, un point d'entrée, et je n'hésite pas à les appeler quand il y a quelque chose qu'on a repéré chez eux en disant « faut que tu regardes là-bas ». Et donc ça, c'est ce qu'on fait, oui, clairement. Alors, vous repérez, vous essayez d'anticiper, et si malgré tout ça se produit, qu'est-ce que vous faites? Eh ben justement, c'est là, jusqu'à maintenant, il y avait une philosophie de dire on s'est fait attaquer, notre mauvaise défense est mauvaise, game over. Et en fait, l'idée, c'est pas ça. C'est dès qu'il y a un attaquant qui a pénétré un réseau, on prend tout ce qu'on sait sur lui, on le met dans cette base de Threat Intelligence. Chez nous, on est basé sur la techno Threat Caution, on utilise cette techno-là, et après, on enrichit. Et au fur et à mesure, plus je me fais attaquer, plus j'améliore ma défense. Et donc, c'est comme ça qu'on fait. On passe d'une défense passive à une défense proactive. Donc, c'est grosso. Plus je me fais attaquer, plus j'apprends, plus mieux je me défends. C'est exactement ça. Après, il y a de nouvelles attaques qui arrivent, de nouveaux types d'attaques qui arrivent, donc c'est jamais terminé. Oui et non, parce que l'attaquant, on va voir, souvent on n'a pas 15 000 attaquants. On va cibler, je suis dans l'énergie, je vais avoir 4-5 attaquants qui visent l'énergie. Et ils vont avoir un mode opératoire qui n'est pas celui des attaquants qui visent le bancaire. Donc on va regarder ce mode opératoire-là, au lieu de juste fixer un attaquant, on va regarder plutôt comment il a fait pour arriver. Et donc là, on va faire des stratégies pour se déprotéger. Et c'est ça ce qu'on apporte. Et donc là, on commence à être... On ne va pas se protéger contre une personne, mais contre un groupe et après contre toute une famille d'attaquants. Et qu'est-ce que vous constatez comme évolution au fil des années et comment vous voyez les années futures? Si on regarde par exemple de 2010 jusqu'à 2015 à peu près, on voyait beaucoup de vols de données qui se passaient. Les attaquants, les groupes se faisaient voler la donnée. En 2015, on a vu vraiment un tournant où on a vu que c'était plutôt le sabotage. On a eu le cas des chaînes de télévision, on a eu le cas de plusieurs centrales nucléaires, on a eu des choses comme ça qui sont fait clairement saboter, où il y a eu des ransomware. Même les ransomware qui ont eu lieu, c'est du sabotage. Et donc on a ce tournant qui est en train de se passer là. Donc on a vraiment une évolution des attaquants où on voit qu'ils sont passés du vol, ils n'hésitent plus maintenant à détruire de la donnée. Et la prochaine étape, c'est plutôt, on le voit probablement, et c'est un peu les deux qui sont passés cette année, c'est on lance une attaque où tout le monde se regarde dessus. Et derrière, on fait passer une autre petite attaque qui est beaucoup plus ciblée. Ah, c'est une diversion en réalité. Diversion, exactement. Et ça commence à se mettre en place. C'est presque une logique de surattentat. C'est ça. Je balance un WannaCry, je balance un truc qui était complètement ciblé pour une entreprise. Tout un pays est à genoux, par exemple, il n'y a pas longtemps l'Ukraine. Et finalement, il n'y avait qu'une entreprise qui était visée derrière. Et dernière question peut-être, est-ce que, étant donné la nature des intérêts qui sont les vôtres, est-ce que vous avez des relations aussi avec les forces de police, avec cellules de renseignement de l'État? Alors, c'est l'avantage aussi de travailler dans des grands groupes comme Thales, parce qu'on a les liens qu'il faut avec tous les services de renseignement, avec qui on n'hésite pas, avec l'ANSSI, avec les forces de police exactement. Et quand on a besoin, si on trouve quelque chose, on les contacte, on fournit, ou ils nous donnent ou on leur demande de nous aider quand on arrive. On n'essaye pas de se mettre en porte-à-faux et on les appelle quand on a besoin de leur aide. Un petit mot encore, quelles sont les best practices, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes habitudes à utiliser et à appliquer dans les entreprises? Il y en a beaucoup, j'imagine. Non, mais ça se résume en deux, trois trucs. Si déjà tout le monde, on fait en sorte que mettre à jour régulièrement son parc, c'est évidemment la chose la plus importante, c'est le numéro 1. Parce que souvent les constructeurs comme Windows, Apple fournissent rapidement le patch de mise à jour, même pour Meltdown ça bloque, donc ça on met à jour. Plus on tarde, plus les risques sont importants. Ensuite, c'est commencer à vraiment identifier tout ce qu'on a dans son entreprise. Quelqu'un qui ramène son PC à la maison, qui ramène son équipement de la maison et qui le branche sur le réseau de l'entreprise, c'est vraiment un truc à éviter, c'est pas bien du tout. Donc, et combien de fois je l'ai vu? Ah oui. Ou par Même exemple, chez vous? Non, chez moi, j'ai pas eu la chance de voir s'il y en avait eu ou ça, mais régulièrement, quand j'ai fait des audits, un enfant, quelqu'un qui a utilisé le PC professionnel de ses parents pour pouvoir jouer à des jeux sur Facebook, qui rebranche, c'est la cata. C'est la cata derrière. Donc, il y a toujours un cadeau. Donc, les logiciels piratés à bannir, évidemment, parce qu'à chaque fois, il y a un petit cadeau dans le crack qui accompagne, donc là aussi à bannir, ce genre de choses. C'est les bonnes pratiques en fait, c'est ça qui sont importants. De l'hygiène de la sécurité. Du bon sens et de l'hygiène. Du bon sens et de l'hygiène, exactement. Merci. Avec plaisir. Yvan Fontarensky, merci beaucoup. Voilà, la Threat Intelligence, c'est incroyable, c'est fascinant. Le renseignement au service de la lutte contre la cybercriminalité.
Ne ratez pas toutes les autres vidéos concernant ce FIC 2010, 10e édition 2018 sur 01net TV. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un autre plateau. À tout de suite.